la première des peurs quasiment, avec notamment la peur des serpents qui vient aussi. Et elle est systématiquement devant la peur de la mort. Et donc, vous êtes totalement dans une normalité si vous avez peur de parler en public. Alors, ce que je vous propose, c'est un schéma en 3 parties pour être à l'aise, pour être impactant. 3 étapes. D'abord, comprendre, parce que je pense que si on ne comprend pas sa peur, d'où elle vient, la mécanique, on a du mal finalement à être très concret. Et ensuite, un premier point qui est d'agir, agir sur soi, puis agir vers l'autre. Et puis enfin, des boosters. Le agir sur soi et agir vers l'autre, ça va plutôt être quelque chose qui va participer du mental. Et les boosters de relaxation, ça va être des éléments, des types physiques. Parce que j'ai une bonne nouvelle, le mental agit sur le physique, mais figurez-vous que le physique agit aussi sur le mental. Alors commençons par comprendre cette peur. Quand on dit, on parle de peur, j'ai mis le stress un peu beaucoup passionnément à la phobie, on écrase un peu le fait qu'il y ait plusieurs étages. Il y a du stress et du trac, et puis si ce stress se sédimente et se pérennise, ça devient de la peur, une forme d'angoisse, ça peut aller jusqu'à la phobie. C'est quand même une chaîne où le ressenti est différent. Et il y a des choses qui sont tout à fait logiques et d'autres qu'il faut vraiment combattre. Ce qui est logique, en fait, il faut le recevoir et comprendre que peut-être que c'est positif, on va en parler tout de suite. Et puis derrière, si ça va plus loin, il faut comprendre pourquoi, comment, et je vais vous donner des éléments pour dialoguer et combattre ce que vous ressentez. Bon, là, tout part du cerveau, donc il faut commencer par partir du cerveau. Le cerveau, en fait, il y a 200 000 ans, il nous a servi à survivre. Et il a continué jusqu'à aujourd'hui à être sur le même mode d'action. Tout ce qu'on fait, 90% de ce que le cerveau nous donne comme action à réaliser, ce sont des actions destinées à ce qu'on survive dans un monde hostile. Or, il faut comprendre que, si vous voulez, on est des homo sapiens, on a été pendant des chasseurs-cueilleurs pendant 200 000 ans, et franchement, on était plutôt moins bien barrés que les grosses bêtes qui étaient à côté de nous. On n'avait pas de carapace, on n'avait pas des grandes dents, on ne courait pas très vite, on ne pouvait pas voler. Bref, c'était un peu compliqué pour nous de survivre dans un monde qui était incroyablement hostile. Et puis, au bout de 200 000 ans, grosso modo, on est devenu sédentaire, on a créé des murs pour se protéger. Et ça a duré à peu près 15 000 ans. Et en définitive, le cerveau n'a pas eu le temps de changer. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne toujours peu ou prou comme quand on était chasseur-cueilleur. Il est toujours là, en fait, pour nous aider à survivre. Et finalement, il se sert de la peur pour ça, parce que la peur, c'est dans notre ADN une émotion qui nous permet de survivre par rapport à un danger qui peut être mortel. La seule différence, c'est que depuis qu'on est devenu sédentaire, en réalité, le monde est beaucoup moins hostile. Et ça, le cerveau ne l'a pas encore compris. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne ce cerveau ? Il reçoit les informations que les capteurs, que sont vos yeux et vos oreilles, lui donnent, et puis il les traduit en options pour pouvoir avancer. Et ce que le cerveau ne supporte pas, et alors c'est encore plus vrai en ce moment, on le comprend très bien avec cette crise et cette pandémie, c'est l'incertitude. Dès qu'il y a de l'incertitude, en fait, le cerveau, il flippe et il préfère surpondérer la peur, il préfère avoir des interprétations qui sont négatives parce que ça va nous protéger du pire. Et du coup, le cerveau passe son temps à réduire les ambiguïtés. C'est ça son but. Son but, c'est je lui donne ce que je vois, je lui donne ce que j'entends, ce que je respire, enfin ce que je sens. Et à partir de là, il va réduire l'ambiguïté pour nous permettre d'avancer et de survivre. Voilà, ça c'est notre cerveau. Et c'est cette mécanique-là qui a abouti à ce stress. Et ce stress, en vérité, il a 200 000 ans. C'est une mécanique physiologique qui nous permet d'être prêts soit à nous battre, soit à courir. Flight ou fight. Et en plus, il y a une différence entre ce stress et celui des animaux, c'est que les animaux, en fait, ils ont ce stress, hop, je suis un zèbre, je vois le lion, j'ai ce stress, j'arrête de respirer, j'arrête de
j'arrête de digérer, j'ai plus de libido, j'ai qu'une idée en tête, bam, de partir. Un être humain, c'est un des éléments qui lui a permis de survivre, il a un stress d'anticipation. Le stress d'anticipation, c'est que là où l'animal va voir et sentir, l'être humain, lui, il va être dans une abstraction et il va imaginer que la situation peut être potentiellement dangereuse. Et la peur de parler en public, ça vient de cette mécanique-là. Et donc, une fois qu'on l'a compris, on comprend un premier point, c'est que le stress, ça veut dire que vous êtes vivant. Le stress, ça veut dire que votre organisme vous donne les moyens d'être hyper vigilant et de pouvoir réagir au mieux par rapport à la situation. Donc, la première des choses, c'est quand vous sentez un peu de boule au ventre, votre pouls qui s'accélère, et moi finalement c'est ce qui m'est arrivé il y a un quart d'heure, et ça s'est un petit peu accéléré avec ces histoires d'Internet, eh bien c'est mon corps qui se met au diapason de la situation. Ce n'est pas négatif. Il y a des millions de morts dans le monde, et il y a des études là-dessus aux États-Unis, parce qu'on traduit l'idée du stress comme une maladie, comme quelque chose de négatif. En vérité, c'est un réflexe de survie. C'est un réflexe, votre corps se met au diapason de la situation. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est désagréable, je l'entends, mais il faut déjà bien comprendre ce qui se passe. Et par rapport à ça, on est dans cet état un peu stressé et on a l'impression qu'on a ce tigre d'il y a 200 000 ans qui veut vous manger, vous dévorer, alors que ce tigre, peut-être qu'il n'est qu'un chat, peut-être qu'il n'est qu'un bébé chat. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour rendre à ce tigre imaginaire la condition réelle qui est la sienne, qui est celle d'être un chat tout à fait sympathique. Et la première des choses, c'est de comprendre que quand on a peur dans l'absolu, finalement, on est contre un nuage noir. Et un nuage, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas se battre contre lui, on ne peut pas dialoguer avec lui. C'est quelque chose qui n'est pas concret. Et tant qu'on ne rend pas concret cette peur, tant qu'on ne nomme pas sa peur, alors on ne peut pas l'envisager de façon à connaître son risque et à trouver des solutions. On a peur, on subit quelque chose qui est tout à fait irrationnel. Il faut c'est passer d'une peur, d'un sentiment irrationnel à un sentiment, à une conception rationnelle pour pouvoir prendre des choses en main et passer d'une situation où vous avez une posture qui subit à une situation où vous avez une posture où vous êtes en dynamique positive. Et donc, c'est là où je vous propose d'agir sur soi en priorité et de commencer par nommer vos peurs. Un jour, quelqu'un qui m'a dit nommer, c'est faire exister. Et c'est tout à fait vrai. Commençons par nommer nos peurs. On va prendre une feuille et on va faire 2 colonnes. On va mettre les peurs conceptuelles et puis on va mettre les peurs opérationnelles. Les peurs conceptuelles, c'est celles que j'imagine, celles qui ne sont pas très visibles. Je ne peux pas les tenir dans ma main. Et les peurs opérationnelles, c'est des peurs qui correspondent à quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus dans l'action. Alors, les peurs conceptuelles, ce que j'appelle les peurs conceptuelles, ça va être, par exemple, la peur de décevoir, qui correspond à la peur du regard de l'autre, la peur de rater le contrat. La peur de rater le contrat, ça peut être le contrat commercial, le contrat de travail, enfin peu importe. La peur d'oublier mes mots. Ça, c'est une énorme peur qui vient très souvent. La peur de bafouiller, la peur de trembler, la peur du public finalement, la peur qu'il soit agressif, la peur que le public s'ennuie. La peur que le public s'ennuie et ne soit pas intéressé. Voilà, c'est des exemples parmi tous ceux que vous nous avez donnés ou que nous vivons avec mes coachs au quotidien quand on accompagne des gens qui nous racontent leurs peurs. Puis les peurs opérationnelles, ça va être la peur de me tromper d'heure, ça va être la peur de la salle qui n'est pas bonne, ça va être la peur que la technique ne fonctionne pas. Voilà, j'avais peur que la technique ne fonctionne pas parce que je m'apprêtais à vous dire aïe aïe aïe, ça fait une semaine qu'Internet ne marche pas bien, on avait des plans B, le plan B il a un petit peu ramé, puis on s'en est sorti, puis on est là, et puis vous êtes là et c'est bien cool. Donc
Il y a aussi la peur que les slides ne soient pas prêtes, la peur que le public soit en retard. Face à ces peurs, on va déjà envisager ce qui dépend de moi. Et on va prendre un stabilo-boss, vert, rouge, orange, la couleur que vous voulez. Et puis, on va aller stabilo-bosser tout ce qui dépend de moi. Et puis, ce qui ne dépend pas de moi, alors là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire baisser la pression. Ce qui ne dépend pas de moi, par exemple, même, je ne peux pas faire grand-chose dessus. Par contre, ce que je peux faire, c'est travailler sur la perception que j'en ai. Donc, ce qui dépend de moi, c'est par exemple la peur de me tromper d'heure, la peur de me tromper de salle, la peur que la technique ne fonctionne pas, la peur que mes slides ne soient pas prêts. Ça dépend de moi. Et donc, la peur que mes slides ne soient pas prêts, je dis souvent, le démarrage de votre réussite, elle est dans votre agenda. Donnez-vous suffisamment de temps pour préparer. Prenez pas les choses à la légère. La peur que la technique ne fonctionne pas, vous testez le truc. Vous avez un deuxième ordinateur. Vous avez, si le son ne fonctionne pas, si Internet saute, vous avez un deuxième Internet. Et même si ça rame un peu, en tout cas, c'est là et ça permet finalement que les choses se fassent. La peur de se tromper d'heure. Vous mettez deux chronos et vous demandez à quelqu'un de vous appeler. La peur d'oublier mes mots. Alors, la peur d'oublier mes mots, ça, c'est de la technique. Pour ne pas avoir peur d'oublier ces mots, il suffit de ne pas les apprendre par cœur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez le droit, j'en reparlerai après, mais vous avez le droit d'apprendre par cœur. Je vous autorise les 30 premières secondes et les 30 dernières. Ça, oui, parce que ça vous rassure et puis parce que ça vous permet de partir, puisque ça, vous ne l'oublierez pas. Ce qui est important dans la peur d'oublier ces mots, c'est de ne pas apprendre par cœur, mais de connaître le chemin. Quand vous allez chez le boucher, vous savez où est-ce que est votre boucher, vous pouvez aller sur un trottoir ou sur un autre, peu importe, vous allez vous y retrouver. Donc l'intérêt, la technique, elle est celle-là, avoir un chemin, pas apprendre par cœur les mots. Peur que le public s'ennuie, ne soit pas intéressé. En fait, ça c'est relativement simple en réalité. Il suffit de partir du public. Je ne vais pas aujourd'hui vous parler de mon sport préféré ou de quelque chose qui ne vous intéresse pas. Je vous parle de la peur de parler en public. Vous êtes là pour ça. Vous êtes 510, vous êtes inscrit à ce thème, c'est bien que ça vous touche. Vous prenez une heure pour venir écouter ce webinaire, c'est bien que c'est ça qui vous touche. Donc, je vais vous parler de ça, je vous explique comment ça fonctionne et je vous donne une démarche pour que vous puissiez l'utiliser derrière et que ça vous fasse du bien. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la peur du regard de l'autre et la peur commerciale, de l'enjeu commercial. Donc, finalement, il y a un enjeu perso et un enjeu pro. Et c'est pas un hasard si j'arrive sur cette slide. C'est très, très souvent, en fait, les deux plus grandes peurs qui reviennent. C'est-à-dire la peur du regard de l'autre, l'enjeu perso, l'image de moi. Ça, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose qui fait mal aux gens. Et puis l'enjeu pro, normal, l'enjeu commercial. Alors, là-dessus, en fait, ce que je vous propose, c'est un petit acronyme MIC, qui est trois démarches. La première démarche, c'est la métacognition. La deuxième, c'est l'introspection. Et la troisième, c'est la confrontation limitée. J'y reviens. Alors, commençons par la métacognition. La métacognition, en fait, c'est la réflexion sur le sentiment que j'éprouve. Globalement, en fait, il y a un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman et qui, en 2002, a reçu le prix Nobel. Ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est qu'il c'est la première personne à recevoir le prix Nobel d'économie. Il était petit. Et il l'a reçu notamment parce qu'il a travaillé sur ce qu'on appelle l'économie comportementale et il a mis en place, il a compris, et il a fait un bouquin dessus, que le cerveau fonctionnait à deux vitesses. Il y a un système qui est le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est une pensée automatique. 99,99% de notre pensée est automatique. Et le système 2, c'est ce qui reste. C'est une pensée plus analytique. Et comme on prend quelques dizaines de milliers d'actions, de décisions par jour, elles participent toutes du système 1. Et l'émotion que vous ressentez par rapport à cette émotion, cette peur que vous ressentez, ce stress et cette peur que vous ressentez, elles participent du système 1
dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est finalement, ça vient de très très loin, ça a 200 000 ans, et puis ça arrive jusqu'à aujourd'hui et vous le ressentez automatiquement. La question maintenant, c'est de se poser, de prendre un peu du recul et de se dire pourquoi est-ce que j'ai peur et quel est mon enjeu. Et finalement, ce que je vous demande, c'est de vous asseoir et de dire quel est mon vrai risque. Remettez le risque à sa vraie place. Vous avez l'émotion, ça, vous l'avez, ce serait idiot de dire non, non, je ne veux pas avoir émotion. Oui, vous allez l'avoir, mais mettez-la en relief, mettez-la en perspective. Alors, à titre personnel, quel est votre vrai risque? J'arrive, je suis sur scène, quelle que soit la scène, comme moi ici en face de vous, ou que ce soit un bureau dans lequel vous parlez avec vos collègues, ou que ce soit une petite conférence. Quel est le risque? Vous avez travaillé, vous êtes entraîné, vous avez réfléchi. Le plus grand risque, c'est que vous soyez moyen plus. Allez, je vais être négatif. Moyen plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous avez plus que la moyenne. Vous n'allez jamais être nul. Et donc, en fait, en y réfléchissant, si on sort de ce nuage noir dont je parlais tout à l'heure, et si on se dit finalement quel est mon vrai risque par rapport à ma prestation en termes de performance, eh bien, votre risque, il est assez faible parce qu'en réalité, vous serez moyen plus au pire. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Il est en fait encore plus faible que vous ne croyez, parce que vous vous focalisez, je vais y revenir après, sur la performance, alors qu'en réalité, les gens se focalisent sur ce que ça leur apporte. Je cherche mes mots, je bafouille, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est est-ce que ce que je dis vous est utile? Est-ce que ce que je dis change quelque chose pour vous? Ça, c'est intéressant et c'est là-dessus que vous allez me juger, ou c'est là-dessus en tout cas que vous serez content, pas content, et que vous sortirez de cette prise de parole, vous, public, d'une façon positive ou négative. Donc du coup, ce n'est pas le fait que je parle bien, le fait que je connaisse par cœur des mots magnifiques qui compte. Non, ce qui compte, c'est que je sois vrai et utile. Si je suis engagé, vrai et utile, vous n'avez aucun risque. Vous pouvez bafouiller tout ce que vous voulez. Aucun risque. Ça, c'est la première partie. C'est de bien prendre conscience du vrai risque que vous courez à titre personnel. Très bien. Maintenant, deuxième risque. Le deuxième risque, il est professionnel. Et attention, là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, enfin, peut-être dans une heure, j'ai quelqu'un que j'ai accompagné ces dernières semaines qui passe un examen en ligne et elle a très, très, très envie d'avoir cette école. Mais très, très envie. Alors, très bien. Si elle l'a, c'est génial. Si elle ne l'a pas, est-ce que sa vie s'arrête? Ben, j'ai une réponse pour ça, sa vie ne s'arrête pas. J'ai une amie très, très proche qui a raté l'ENA à un point. Alors, pendant plusieurs semaines, elle a été très, très, très déçue. Mais aujourd'hui, elle est avocate, elle s'éclate, elle est très reconnue dans son métier et tout va bien. J'ai monté ma première boîte il y a des années, je n'ose même pas vous dire quand. On gagne un projet pour Tahiti Douche. C'était une marque très connue à l'époque et c'était extraordinaire pour ma boîte de communication de gagner Tahiti Douche. Et le projet ne se fait pas. Est-ce qu'on est mort? Non, on en a gagné un autre derrière. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, c'est de s'interroger sur la taille de l'enjeu économique que représente cette prise de parole, et par rapport à ça, de se dire que ce n'était pas mortel, contrairement au croc d'un animal sauvage il y a 200 000 ans. Alors, par rapport à ça, il y a une deuxième façon très technique, systématique, qui doit être systématisée de se déstresser, c'est le plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est de ne pas se dire que, quand bien même on a bossé pendant des heures et qu'on s'est défoncé pour ça, de ne pas se dire qu'il n'y a que ça dans la vie et d'avoir un autre plan. Parce que, comme je vous l'ai dit, le cerveau a horreur du vide. Il a horreur du vide. Il a horreur de l'incertitude. C'est l'incertitude qui l'angoisse et à ce moment-là, il surinterprète le négatif. Parce que c'est une façon de se protéger.
Et c'est très négatif, et c'est très difficile à vivre. Donc, le plan B, c'est de se dire, si je n'ai pas ce plan A, je vais tout faire pour le gagner. Il faut que j'ai rien à me reprocher. Il faut que je bosse, que je m'entraîne, que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour le gagner. Et si je ne le gagne pas, voilà ce que je vais faire. Si je ne le gagne pas, dans la seconde, voilà, enfin, dans la seconde, dans la minute ou dans la journée, peu importe, je vais me remettre en marche. Je vais continuer d'être actif. Je ne vais pas subir. Je vais être résilient. Et l'une des caractéristiques de la résilience, c'est d'arriver à se remettre en mouvement. Et finalement, c'est vous, moi, vous, quand on était petit, vos enfants peut-être, qui, s'ils sont en train d'apprendre à marcher, ils se lèvent, ils marchent, ils tombent. Ils se relèvent et à un moment donné, ils marchent. Ben, toute notre vie est comme ça. Notre vie, c'est pas d'aller tout droit, de bas en haut. C'est un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas. Et c'est de comprendre ça et systématiquement de se mettre en mouvement. Donc, vous avez une prise de parole, vous jaugez l'enjeu, par l'économique, et vous faites un plan B. Et ce plan B, il vous enlève du stress. Il y a une semaine, Internet saute chez moi. Et ça devait être réparé, vous voyez que ce n'est pas complètement réparé. Et ben, on réfléchit avec Alice, et Alice me trouve 3 ou 4 plans B pour me dire, si ce jour-là, ça saute, tu as une solution. Résultat des courses, ça a sauté, j'ai une solution, et grâce à Alice, merci Alice, eh ben, je n'ai pas été stressé juste avant à cause d'Internet. Je me suis concentré sur ce que j'allais vous dire, ce que j'allais échanger avec vous, mais ce plan B, il est fondamental. Alors, la deuxième lettre du mythe, c'est l'introspection. L'introspection, en fait, ça consiste à s'interroger sur « j'ai compris que je suis stressé parce qu'il y a un phénomène physiologique qui veut dire que je suis en état de me défendre et par rapport à quelque chose qui éventuellement est mortel. » Très bien. Donc, le premier sujet, c'est « je comprends ça ». Le deuxième sujet, c'est « ah tiens, ça n'est pas mortel ». Le troisième sujet, c'est si ce stress s'est sédimenté, s'il s'est pérennisé, est-ce qu'il n'y a pas une raison qui vient d'un peu plus loin? C'est-à-dire, je vais aller dans mon grenier mental, et dans mon grenier mental, je vais m'interroger pour voir s'il n'y a pas un truc où je n'ai pas fait le ménage. Dans une très très grosse start-up américaine qu'on a l'honneur et le plaisir d'accompagner, j'arrive un jour face à un mec, il est magnifique, il ressemble à Obama, il est très grand, il est très intelligent, et puis il me dit qu'il a peur de parler en public. Et en fait, rien n'y fait, il a peur, et on a beau expliquer, raconter, et puis je lui demande de me raconter, ça fait 5-6 ans qu'il est arrivé en métropole, il vient des îles, et il me raconte que quand il est arrivé, alors qu'il était le meilleur élève de sa classe là-bas, il arrive ici, et en fait, quelqu'un le moque dans un dîner, un crétin qui se moque de sa façon de parler. Et en fait, ça l'a beaucoup marqué. Et en fait, je lui demande, est-ce que tu as d'autres exemples? Et il me dit, il cherche et il se rend compte que non. Il se rend compte qu'en fait, un événement microscopique est devenu énorme et que cette résonance émotionnelle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, il en avait fait un monde, alors qu'en fait, c'était une toute petite chose qui était arrivée une seule fois. Ça fait partie, c'est le fait d'en discuter, le fait qu'il s'en est souvenu et que surtout, il s'est rendu compte qu'il n'y avait eu que cet événement-là. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que des fois, on a l'impression que tout est hostile et on se rend compte en allant chercher dans son grenier mental que ça correspond à une expérience qu'on a mal ressentie. Et si cette expérience, elle est une et qu'il y a toutes les autres fois où les choses étaient, on va dire, favorables, alors on peut se rendre compte que c'est peut-être pas si grave et peut-être qu'on peut y aller. Alors, justement, on arrive à la troisième lettre, la confrontation. La confrontation dont je parle, c'est une confrontation limitée. L'idée, elle est de prendre ce que j'appelle prendre la température de l'eau. Ça vient d'une théorie et d'une pratique qui s'appelle les TCC, les techniques cognitivo-comportementales. C'est considéré par l'OMS comme la technique psychothérapie, j'espère que c'est bon,
la plus efficace de toutes les techniques. C'est quoi? C'est l'idée de se dire, si on me dit si on me dit mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave, il va rien t'arriver, ça marche pas. Vas-y, bah ça s'appelle une injonction paradoxale, parce qu'en réalité, on me dit vas-y, mais comme je ne le sais pas moi-même, je ne m'en rends pas compte. Si, par contre, je teste les choses petit à petit, je me confronte à la chose qui me fait peur, mais petitement d'abord. Et progressivement, je me rends compte que bah, ça se passe bien finalement. Ça va faire comme ça va créer une espèce d'anticorps mental. C'est comme ça, on va créer notre propre vaccin mental. C'est-à-dire que je vais me confronter un tout petit peu à une prise de parole, mais un tout petit truc, on va y revenir. Et puis, petit à petit, je vais me rendre compte que ben, je suis pas mort, ben, même si c'était pas désagréable. Et en fait, ça change les choses. Si vous avez une peur et que vous ne vous y confrontez pas, que vous l'évitez systématiquement, elle va s'entériner. Le cerveau va garder cette idée que ben, j'y vais pas parce que c'est trop difficile, j'y arriverai pas. Et puis, comme je ne vois pas le truc, ça confirme, je vais confirmer le fait que c'est un truc négatif. Non. Donc l'idée, c'est vous tremper le doigt de pied. Alors, ça peut être de plein de façons différentes. Ça peut être, par exemple, je sais qu'il est là, l'un d'entre vous aime beaucoup la magie. Ben, on lui a conseillé de faire des petits tours de magie à son boulot. Voilà, il a amené ses cartes à son boulot et il a commencé à faire des petits tours de magie. Et de fil en aiguille, ben, comme il kiffait l'histoire, il a eu de moins en moins peur. Ça peut être raconter des blagues, ça peut être prendre la parole sur des choses où vraiment vous vous dites non, c'est pas important. Donc du coup, ça vous fait pas peur du tout. Et puis vous le faites un tout petit peu, et puis progressivement, vous allez vous entraîner pour arriver jusqu'au jour où ben, cet enjeu perso dont je parlais, vous allez vous serez vacciné en fait. Vous allez vous rendre compte que c'est fini. Ça correspond vraiment à cet enjeu perso. L'enjeu pro, que j'ai dit juste avant, c'est la métacognition qui dit quel est mon rêve. Donc ça, c'était agir sur moi. D'accord? Donc je le reprends juste. On a compris que le cerveau avait un objectif survie et qu'il passait son temps à réduire les ambiguïtés parce qu'il déteste l'incertitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va arrêter d'avoir peur sans savoir de quoi. On va nommer. Une fois qu'on a nommé nos peurs, on regarde tout ce qui est facile à enlever. Je bosse et je fais le ménage. Et puis, on regarde ce qui reste. Ce qui reste, c'est très souvent la peur du regard de l'autre et l'histoire de l'enjeu économique. La peur du regard de l'autre, je vous dis quel est votre vrai risque. Et en réalité, je vous dis aussi, vous savez quoi? Essayez petit à petit et vous allez voir. Et puis, vous ne pouvez pas être moyen. Vous ne pouvez pas être moyen moins mauvais, vous serez moyen. Vous serez moyen plus. Et vous ne pouvez pas être moyen moins, ce que je voulais dire. Et puis, dernier point, allez voir s'il y a des choses qui vous bloquent. Et puis, confrontez-vous de façon limite. Maintenant, on va aller regarder les choses en se demandant comment est-ce qu'on peut agir vers l'autre. Et la première chose, et ça c'est très, très important, c'est le switch mental. Le switch mental, c'est de passer de la partie gauche de votre écran où vous êtes dans une attitude qui correspond, une posture qui correspond à finalement l'endroit d'où on vient et qui nous a formés, c'est-à-dire les études. Alors les études, on a été notés, on a eu des devoirs, on a eu des leçons. Enfin, je veux dire, on a passé notre temps à subir et surtout, on nous a évalués sur le mauvais. C'est-à-dire, moi, je me souviens, quand j'étais petit, la faute d'orthographe, c'était 5 points de moins. 4 fautes, 0. 0. Et donc, en fait, forcément, je flippais à chaque fois que j'avais une dictée, parce que je savais que si j'avais 2 fautes, 3 fautes, bam, j'avais ma moyenne qui plongeait. Alors que si on m'avait noté sur le positif, si on m'avait donné des notes, à chaque fois que je donnais des bonnes idées, hop, plus 5 points. J'aurais pas peur. Donc, il y a tous ces gens, et vous en êtes issus, qui sortent d'un milieu où la pédagogie a été une pédagogie qu'on pourrait qualifier un peu de punitive. L'idée, c'est comment est-ce qu'on échappe à ça. C'est notamment ça qui fait qu'on est sur le sujet de la performance et on a peur de la façon
regard de l'autre, alors on va changer ça. Et on va faire ce que je vous ai proposé au début. Le switch mental, c'est de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Le switch mental, c'est de se dire, je passe de celui qui est vu à celui qui voit. Je passe de celui qui va être jugé à celui qui aide. Et quand je me mets dans cette posture de me demander comment je vais faire pour vous aider, comment je vais faire pour qu'il y ait un avant et un après, comment je vais faire pour que ce que je vous transmette vous soit utile, vous fasse du bien, vous fasse avancer. Alors j'ai plus peur. Je ne peux pas avoir peur. Parce qu'en fait, je me mets à votre service et du coup, la seule chose que j'essaye de faire, c'est d'être le plus efficace possible dans le fait de vous aider. Et ça ne marche pas seulement pour les conférences. Ça marche aussi dans le management. Ça marche aussi dans le leadership. Le vrai leader, c'est celui qui se met au service des autres. Manager, c'est se mettre au service des autres pour les aider à réaliser les objectifs qui ont été définis. Ça marche absolument pour tout, pour la prise de parole comme pour les rapports humains. Comment je fais pour aider les autres? Et là, honnêtement, ça vous évacue la peur. Pas le stress, bien sûr. Le stress, vous continuez à l'avoir, c'est physiologique. Mais maintenant, vous allez l'accueillir différemment et vous allez en plus pouvoir avoir des boosters, je vous donnerai après, pour vous aider à vous relaxer. Mais la peur, l'angoisse, là, en fait, il y a vraiment un travail à faire. Et ce travail de changer, à travers ce switch mental, de changer sa position pour changer de perspective. Et j'aime bien cet exemple parce que c'est comme quand vous racontez une blague. Quand vous racontez une blague, vous n'avez jamais peur. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans cet état d'esprit de faire plaisir à l'autre. Vous êtes dans l'état d'esprit de le faire rire. Une blague, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est pas drôle quand vous la lisez. Qu'est-ce qui la rend drôle? C'est l'énergie que vous y mettez, la bonne énergie. Et le début, la première slide, il est écrit la méthode pour être à l'aise et impactant quand vous parlez en public. Et bien en fait, les deux vont de pair. C'est le pied droit et le pied gauche sur lesquels vous marchez quand vous avez une prise de parole. Parce que quand vous êtes à l'aise, vous êtes impactant. Quand vous vous mettez au service de l'autre, quand vous vous demandez comment l'aider, comment vous allez faire pour lui apporter quelque chose, et bien non seulement vous n'avez plus peur, vous êtes à l'aise, mais en plus vous êtes plus performant. Comme quand vous racontez une blague, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire, cette idée, elle est simple. Quand je te raconte une blague, je veux que tu sois bien. Je veux qu'on rentre en connivence. Oui, bien sûr, je veux aussi que tu trouves que je suis drôle. Mais je veux d'abord te faire rire. Et parce que je veux te faire rire, en fait, j'ai plus peur et je suis efficace. Donc, mettez-vous dans cet état d'esprit-là et vous allez voir, ça va beaucoup, beaucoup changer les choses. Un autre point, évidemment, sur quoi je fonde ma prise de parole? Sur deux raisons d'être. La raison de ma présence ici. Pourquoi je suis ici? Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas avoir une bonne prise de parole. Si vous ne le savez pas, vous pouvez avoir peur. Si vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez beaucoup moins peur. Vous êtes porté par ce pourquoi vous êtes ici. Beaucoup d'entre vous sont en entreprise et ils ont peur de parler dans le cadre de prise de parole où il y a un enjeu. Mais trop souvent, on arrive et on veut présenter des options. Alors du coup, ça ne va pas vous aider cette histoire, présenter des options. C'est désincarné. C'est une façon de vous rassurer. Cherchez celle des options à laquelle vous croyez vraiment, celle qui pourrait être un combat dans cette conversation. Et là, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui vous porte. Pourquoi suis-je ici? De l'autre côté, pourquoi sont-ils venus m'écouter? C'est-à-dire qu'ils ont une raison d'être ici. Si je veux me mettre au diapason de mon public, si je veux me connecter à mon public, ce qui fait que je suis non seulement impactant, mais que je n'ai pas peur. Alors je dois me poser la question de savoir pourquoi ils sont là. Et en fait, la bonne prise de parole, c'est celle où vous allez être super à l'aise et super impactant, c'est celle où vous allez relier le pourquoi ils sont venus m'écouter et pourquoi je suis ici. C'est cette connexion qui va être un point d'équilibre entre le point d'appui de votre public et votre point d'appui personnel.
Alors nous, on a un petit outil, et si vous regardez d'autres webinaires, vous le reverrez arriver parce que c'est l'outil préféré des 3 ou 4 000 personnes qu'on forme chaque année, c'est le vous-genou. On a une méthode qui s'appelle la méthode Winning Pitch, mais le vous-genou, donc qui arrive derrière, mais qui est plus sophistiqué, le vous-genou, c'est très simple. Vous commencez toujours par démarrer votre prise de parole vers l'autre. Ça vous permet de mettre en action le switch mental dont je vous parlais, c'est-à-dire, vous êtes ici pour telle raison, en tout cas je le pense. Et donc c'est la question que se pose le public qui est en face de vous. Donc vous posez sans doute la question de « j'ai peur, comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser de cette peur ?» Donc je commence ma prise de parole en disant « vous êtes ici parce que vous avez un sujet avec la prise de parole, vous avez du stress ou de la peur ou de l'angoisse, et vous vous demandez comment est-ce que je peux m'en débarrasser ?» Eh bien moi, en fait, je vais vous donner des éléments de compréhension et des éléments qui vont vous permettre, très concrets, d'avancer sur cette question pour pouvoir y répondre. Et d'ailleurs, nous verrons ensemble, et ça c'est la projection de la relation, ensuite dans un dialogue, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Vous, je, nous. Alors, on a vu maintenant la partie mentale, il y a également, et c'est la bonne nouvelle, des façons de booster sa relaxation à travers le physique. Alors, pardon, j'oubliais ce préalable très important. Quand vous avez une prise de parole à enjeu, il y a un préalable qu'on oublie un peu souvent, c'est que ça démarre la veille, physiquement. Physiquement, on mange léger, on ne sort pas, on fait une bonne nuit de sommeil, pas d'alcool, et puis pas de médicaments, parce que j'ai des gens déjà, des fois, qui me demandent est-ce que je peux prendre des calmants, des cachets, des bêta-bloquants? Non, surtout pas. Erreur absolue. Le bêta-bloquant, il coupe le lien entre vous et le monde. Donc en fait, la prise de parole, elle est nulle et vous êtes dans un nuage. Alors vous n'avez pas peur, sauf que votre prise de parole, elle est ratée. Donc pas de médicaments. Le médicament, en fait, il est à l'intérieur de votre cerveau. C'est vous, c'est votre façon d'envisager cette peur et de la prendre à bras-le-corps. Et le premier sujet, et peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire physiquement, c'est évidemment la respiration. Quand vous êtes stressé, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau envoie des signaux à votre corps et votre respiration, elle devient courte, fragmentée et rapide. Ça, c'est le principe de base. Vous le sentez, le pouls bas à la chamade, etc. Prenez votre respiration en main et faites exactement le contraire. Concentrez-vous sur votre respiration et rendez-la lente, profonde et longue. Alors, c'est comme du yoga en fait, ça ressemble. Techniquement, vous inspirez, vous remplissez d'air, vous bloquez le diaphragme une demi-seconde et vous soufflez comme si vous souffliez sur une bougie et vous faites ça 3-4 fois de suite. Et en fait, ça redonne un équilibre cardiaque que tous les champions utilisent. Tout le monde fait ça. En fait, tous les champions, avant un grand événement, font ça. C'est pour vous remettre en équilibre. Et ça envoie au cerveau un message qui dit « Non, ça va. C'est bon, le stress, c'est bon, je ne vais pas mourir. Je suis bien. » Et le cerveau se calme. La respiration, si vous ne retenez qu'un truc de tous les boosters, retenez celui-là parce que c'est absolument fondamental. Bon, l'entraînement, c'est physique, mais c'est aussi mental, je l'admets, mais je voulais faire un point là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vient de lancer une chaîne YouTube et j'ai fait une vidéo que sur l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous le souhaitez. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Pourquoi? C'est très important. Parce que revenez toujours à comment fonctionne le cerveau. Plus vous réduisez les ambiguïtés, plus votre cerveau se sent à l'aise. Plus vous aurez porté la prise de parole qui va être la vôtre, plus vous saurez ce qui va se passer. Et vous aurez plus de facilité à gérer les impondérables. Donc, l'idée, c'est de mettre en place 90% de la prise de parole. Et de se laisser 5 à 10% d'impondérables, mais qui peuvent être des opportunités.
quelqu'un qui a dit quelque chose avant vous, vous pouvez le récupérer et l'intégrer. Et ça marche très très bien. Quelqu'un qui, en face de vous, dans le public, a une réaction, vous pouvez surfer sur cette réaction. Et en fait, à partir du moment où vous êtes entraîné, c'est cette histoire du boucher qui recommence. C'est-à-dire que vous savez parfaitement où est votre boucher, vous pouvez très bien vous permettre de traverser la rue et d'y revenir parce que vous continuerez votre chemin juste après. Donc l'entraînement, il est fondamental. Il y a une très belle, par rapport au fait de pouvoir saisir des opportunités pour enrichir, il y a une très belle anecdote, une histoire magnifique, c'est le fameux discours de Martin Luther King. En fait, c'est I Have a Dream. C'est ce discours qui est devenu un des discours les plus célèbres du XXe siècle. Il est en face de 400 000 personnes au Capitole. Il a son discours. Alors, c'est un peu un exercice un peu différent, mais c'était un professionnel. Il connaissait bien son discours. Et il y a quelqu'un dans le public qui lui dit « Hey Martine, dis-nous ton rêve. » Bam, il l'intègre. I have a dream. Et il sent tout de suite que ça crée quelque chose. Et il le martèle. Et en fait, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dans le discours de base. Donc, donnez-vous cette chance, toujours, d'être prêt, pour être prêt, de s'entraîner et de pouvoir aussi se connecter à ce public. Et ça, l'entraînement est fondamental pour ça. Le sourire. Bon, j'ai un respect pour Obama, que je trouve un excellentissime orateur. Et le sourire, c'est le premier des médicaments. En fait, et en plus, super simple, c'est vous qui l'avez. Et il est bon pour vous et il est bon pour l'autre. Pour l'année, c'est une étude qui a été faite et refaite aux États-Unis qui est super intéressante. Ils ont pris deux groupes très similaires, ils les ont mis dans deux salles différentes, ils leur ont montré un dessin animé et ils ont demandé au premier groupe de prendre un stylo dans la bouche et de faire la gueule. Et au deuxième groupe, de prendre un stylo dans la bouche et ils l'ont mis entre les dents et ça crée un sourire forcé. Bon. Et bien, le résultat, c'est que 100% des gens qui rigolaient, qui souriaient, ont trouvé que le dessin animé était plus drôle que les autres. Et ils se sont dit, est-ce que ça marchera à chaque fois? Ils l'ont refait et refait, à chaque fois ça marche. Sourire, c'est voir la vie d'une façon plus positive. Ça va chercher des choses en vous. Mais le truc génial, c'est que ça va aussi chercher ce qu'on appelle les cellules miroirs chez les autres, qui du coup vont vous aider en vous souriant également. Donc le sourire, c'est totalement déstressant pour vous et c'est très très bon pour les autres. Il y a une étude d'une fille qui s'appelle Amy Cuddy, d'ailleurs vous pouvez aller voir son TED, qui est un des TED sans doute les plus vus dans le monde, et c'est une étude sur ce qu'elle a appelé les power posing. Je me mets comme ça, juste avant ma réunion, à 5-10 minutes, je fais des power posing. Alors évidemment, je ne suis pas obligé de le faire devant les gens, je peux aller aux toilettes et le faire sans qu'on me voit. Et elle a démontré qu'en quelques minutes, tout ce qui participe du stress descend et les hormones de la virilité et de la force montent. Donc, en réalité, en 5-10 minutes, les power posing vous mettent dans un état d'esprit qui est mieux, qui est meilleur. Essayez-le, ça ne marche pas sur tout le monde, mais il y a des gens qui m'en disent le plus grand bien. Donc faites-le, je vous donne un tip, essayez-le, et puis vous pouvez aller voir son TED, sa conférence TED. L'image positive. Ben, l'image positive, c'est une idée, l'idée elle est comme ça. Quand on a un peu peur, quand on est un peu stressé, on a du mal à se focuser, à se concentrer. Donc on a ce qu'on appelle des pensées parasites. L'image positive, qu'on peut associer d'ailleurs, et je vous conseille de le faire, à la respiration. L'image positive, c'est une image d'un moment que vous avez vécu, où vous avez été heureux. Quelque chose vraiment où vous vous sentiez bien, à l'aise, décontracté. Et vous allez pendant 10 secondes, vraiment 10 secondes, vous concentrer dessus. Moi, c'est une image où je suis avec mes enfants en train de faire du cerf-volant en Normandie. C'est un moment incroyable. Et à chaque fois, je me réfère à ça et ça me calme considérablement. Donc, en fait, vous pensez à ça, vous fermez les yeux, vous remémorez et vous ressentez le moment que vous avez vécu et vous comptez de 10 à 0. Et après, vous rouvrez les yeux. Et ça marche. C'est ça qui est dingue, c'est que ça marche vachement bien. Dernier point, ça dépend des gens, c'est de la musique.
moi, je m'en sers plus pour me donner la pêche, parce que j'aime bien me donner la pêche avant d'aller à une réunion. Je me mets de la musique un peu boum boum. Mais si vous êtes stressé, ça peut être aussi quelque chose d'apaisant. Alors, si je reprends, comprendre, agir, booster. Voilà, c'est les 3 étapes que je vous propose. Comprendre, agir, booster. Comprendre que notre cerveau, c'est lui qui commande le tout, et comprendre qu'il n'a de cesse de réduire les ambiguïtés et que l'incertitude est insupportable. Et du coup, face à l'incertitude, il faut passer à un risque. Et quand on sait le risque, eh ben, on a beaucoup moins peur parce qu'on est déjà dans le combat du risque. Et si vous reportez cette image, cette compréhension sur ce qui se passe en ce moment, vous comprendrez beaucoup de choses sur les réactions des gens qui ont envie de passer d'une incertitude à une solution. Mais entre les deux, il y a une meilleure idée qui est de chercher les vrais risques pour pouvoir avoir des bonnes options. Agir sur moi, faire le ménage. Je fais des colonnes, je nomme mes peurs conceptuelles, opérationnelles, et je m'engage sur ce qui dépend de moi. Ça, je peux le faire tout de suite. Et ce qui ne dépend pas de moi, qui est plus fort, entre guillemets, que moi, à ce moment-là, j'essaye de voir comment je vais relativiser et du coup faire baisser la pression. Et je ne dis pas qu'il n'y aura pas de pression. Je dis qu'il faut baisser la pression. Et donc, je vais baisser la pression à travers le mix, métacognition, je réfléchis sur l'émotion que je ressens et je m'interroge sur ce qui est mon vrai risque. Et puis, j'ai un plan B. L'introspection, est-ce qu'il y a un truc au grenier mental que j'ai oublié et qui pourrait être la cause du fait que j'ai cette angoisse permanente? Et puis, la confrontation. Je vais essayer de goûter, je vais voir si l'eau est froide vraiment. J'ai l'impression qu'elle est glacée, mais elle n'était pas si froide que ça. Puis en fait, en y mettant progressivement le pied, puis le genou, puis la cuisse, je vais pouvoir me baigner. Donc, confrontation limitée. Agir vers l'autre. Agir vers l'autre, c'est vraiment le centre de tout ce que j'ai envie que vous reteniez. L'idée de passer d'une volonté de performance, où je me mets en risque, à une volonté d'aider l'autre, où en réalité, je ne me mets pas en risque. Je me mets dans une situation hyper positive pour moi, parce que c'est très valorisant d'essayer d'aider l'autre. Donc, la performance, si je la rate, c'est nul. Donc, du coup, je me mets la pression. En vérité, on a vu qu'on ne l'arrêterait pas tant que ça et qu'il y a des façons de ne pas la rater. Mais en même temps, en plus, si du coup, je passe à une autre posture, la posture d'aider l'autre, ça change tout. Les points d'appui, pour pouvoir faire ça, construire ce que je viens de vous dire, ce changement mental, il va falloir avoir 2 points d'appui. Pourquoi je suis là? Pourquoi ils sont là? Et trouver le bon équilibre, la connexion entre les deux. Le vous-genou est un élément technique qui va vous aider. Et puis enfin, la bonne nouvelle, le corps agit sur le cerveau. Eh ouais, c'est top. Donc je vais pouvoir respirer, sourire, faire du power posing. Je vais pouvoir écouter de la musique, image positive, et puis l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement. Avant de répondre à vos questions, je voudrais finir sur ce mot qui est pour moi le mot important, c'est Yallah. Yallah, ça veut dire en avant en arabe et avec légèreté en hébreu. Alors j'aime bien l'idée de mettre les deux ensemble et je voudrais que vous gardiez ça. Tout ce qui a été dit, c'est pour que vous puissiez y aller, vous mettre en avant avec légèreté. Voilà ce qui était l'objectif que j'espère qu'on l'aura atteint de ce webinaire. Avant de laisser la parole à Alice, juste, je vous le redis, quel que soit, si je vais répondre à quelques questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, je répondrai à toutes les questions. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais je répondrai à tout. Et puis, on vient de lancer cette chaîne YouTube où on va faire toutes les 2 semaines à peu près des vidéos avec des tips, des éléments de compréhension pour vous permettre de vous améliorer sur tout ce qui est la prise de parole. Ça, c'est pour le démarrage. Et donc, cette chaîne, ça s'appelle Tantou. Alice? Oui. Alors, quelques petites questions du coup qui ont été posées au fil de l'eau, notamment du coup. Je vais te mettre. Vas-y.
notamment du coup la première de Anaïs du coup qui te remercie pour ce webinaire et qui demande quelle est l'attitude à adopter lorsqu'on s'adresse à une audience réticente, voire réfractaire. Alors, réticente et réfractaire, pour moi, c'est la même chose. Réfractaire, ça peut vouloir dire peut-être agressif, éventuellement. Alors, c'est deux choses différentes. Alors, réticente, en fait, il faut que je comprenne pourquoi elle est réticente. Si je pars d'elle, ce que je disais tout à l'heure, si je commence par le vous, le why, la raison d'être, j'essaye de non seulement comprendre pourquoi elle est là, mais si elle est réticente, j'essaye de comprendre sa réticence. Et c'est simple, ça n'est qu'en comprenant son ancrage et d'où vient cet ancrage que je vais être en capacité de la déconstruire et de lui proposer ma version. Donc voilà, je peux avoir une audience réticente, c'est plus une audience de réunion, de bureau. C'est plutôt ça, parce que les gens qui viennent vous voir au théâtre ou les gens qui viennent vous voir dans une conférence, ils ne sont pas réticents, ils viennent vous voir. Donc, les gens avec qui je prends la parole au bureau, je dois comprendre d'où vient leur réticence, je dois comprendre leur ancrage, et je ne pourrais, c'est pas en essayant d'imposer ma parole que j'y réussirai. Et c'est la différence entre convaincre et persuader. Persuader, j'essaie d'imposer ma parole. Convaincre, j'essaye de trouver un équilibre entre ce à quoi je crois et ce à quoi il croit. Et pour ça, je dois partir de voilà comment je fais. Merci Eric. Ensuite, du coup, plusieurs questions que je vais regrouper un peu sous une même question. Est-ce que tu as des conseils utiles en cas de prise de parole improvisée lorsqu'on nous demande du coup de parler mais qu'on n'est pas du tout préparé? Le vous-genou. C'est un couteau suisse, le vous-genou. Alors là, le vous-genou, c'est on me demande de prendre la parole sur un sujet quel qu'il soit. Pour que ce sujet soit intéressant pour mon public, il faut que je le connecte à ce public. Donc, je vais démarrer par le vous, ce qui va me permettre de dire ce à quoi tout le monde s'accorde. C'est-à-dire, je vais prendre le sujet qui m'a été donné et je vais dire dans le vous, donc ma première partie, ce que je crois être ce que les gens pensent. Et je vais essayer de voir s'il y a une question là-dedans, s'il y a un enjeu. Et du coup, ça va me laisser le temps de réfléchir à ce que moi, j'ai envie de répondre à ça. Ça me donne quelques minutes. Et du coup, pendant que je fais le vous, je réfléchis à mon jeu. Le jeu arrive et puis je propose un nous sur l'idée qu'on dialogue tous ensemble sur la question. Vous, je, nous. Voilà. Voilà ce que je peux dire aux gens qui ont un… Alors, il y en a plein d'autres, mais celui-là, c'est vraiment notre marque de fabrique chez Time to Pitch. C'est ça. C'est tellement notre marque de fabrique qu'on en a fait des porte-clés pour que nos clients les aient toujours dans la poche. Exactement. Parce que c'est la clé. C'est la Exactement. clé pour trouver. Une petite question du coup sur le non-verbal. Donc en présentiel, un bon orateur s'exprime aussi avec son corps. Comment travailler le langage corporel en visio et qu'est-ce qu'on fait de ses mains en visio? Alors, il y a une question et une sous-question. La première sous-question, je vais tout de suite Les mains, en fait, vous les mettez devant vous. Alors en visio, là, vous n'avez qu'une partie de mon tronc et ma tête. Vous avez vu mes mains qui ont bougé. Vous commencez par les mettre devant vous, de façon à ce qu'elles soient visibles. Quand vous êtes debout, vous les mettez plutôt sur le ventre, devant le ventre, et vous les laissez partir. Et vous inquiétez pas, elles vont s'occuper. Il ne faut surtout pas essayer d'en faire quelque chose. Il faut essayer de les laisser libres. Les mains, en fait, le fait de bouger ses mains, ça aide à trouver ses mots. Donc, il faut surtout laisser ses mains libres. Là, vous avez raison. Je sais pas, les gens qui ont posé cette question ont raison. Le non-verbal, c'est-à-dire ce que les gens voient et ce que les gens entendent, c'est d'abord avant ce que les gens comprennent. Et c'est particulièrement vrai en visio. Mais j'ai envie de vous dire, en visio, c'est moins grave, entre guillemets, et c'est pas super important. Ce qui est super important, c'est ce que j'ai voulu vous dire tout à l'heure. C'est pas que vous bafouillez, c'est pas que vous trémoussez. L'important, c'est que vous soyez engagé et sincère. Si vous êtes engagé et sincère, c'est ce que les gens vont retenir parce qu'ils vont d'abord aller sur l'émotion, sur ce qu'ils ressentent. Soyez engagé et sincère,
Et puis, vous pouvez bafouiller, on s'en fout. Merci Eric. Une petite question, c'était au moment où tu parlais des peurs. Il y a eu des interventions, notamment des personnes qui disaient avoir peur du coup du trou de mémoire et puis aussi avoir peur de ne pas avoir réponse à toutes les questions de son public. Donc, du coup, est-ce que tu as des tips pour pallier à ces peurs? Alors, c'est le boucher, hein, pardon, je crois même en avoir déjà parlé 2 fois, mais c'est l'histoire du boucher. En fait, pourquoi on a un trou de mémoire? On a un trou de mémoire parce que, en fait, on est sorti de la logique. Et donc, on a appris par cœur quelque chose, on est stressé, et le stress et le par cœur, ça va très mal ensemble. Et le résultat, c'est que de temps en temps, on a un trou de mémoire. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est mis en pilote automatique, on a enlevé la partie du cerveau qui réfléchit, et résultat des courses, on n'est plus dans sa logique. Donc, on a un trou. En réalité, et d'ailleurs, comment est-ce qu'on s'en sort? En essayant de retrouver la logique, qui est extrêmement difficile quand on apprend par cœur. Donc moi, ce que je préconise, et enfin ce que Time to Pitch et les méthodes qu'on transmet préconisent, c'est d'avoir en tête la logique. Oui, apprenez par cœur les 30 premières secondes et les 30 dernières, mais au milieu, vous ne pouvez pas vous perdre et avoir des pertes de mots si vous ne les avez pas appris par cœur. Ce que vous devez avoir, c'est les étapes. Vous devez savoir où vous allez et connaître les étapes. L'important, c'est le plan. Si vous avez un plan, une matrice, peu importe, vous n'aurez pas de perte de mémoire. La deuxième question, c'était une question sur est-ce que si je n'ai pas la réponse, qu'est-ce que je fais? Alors, à part Alena, et dans ce type de jury, moi, quand je n'ai pas la réponse, je l'assume. Et je dis je ne sais pas. Et en fait, c'est très, très difficile dans cette société de dire qu'on ne sait pas. Ce n'est pas très bien vu. Mais en réalité, je pense que c'est la meilleure solution et de dire on va travailler dessus, on est perfectible et de ne pas essayer de tout savoir. Et je pense que ça crée une honnêteté dans la relation qui est très bonne pour l'impact final. J'ai 2 dernières questions du coup, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui arrivent. Du coup, comment structurer ces phrases pour attirer l'attention de son audience dès les premières minutes? Et je la reboucle avec une autre question qui était comment recapter l'attention de son public en cours de route quand on l'a perdu. Mais j'ai perdu la question du coup. Alors, nous, dans les méthodes qu'on apprend aux gens, on part, il y a le fond et la forme. Sur le fond, l'idée, elle est de partir de ce qui fait du sens. En fait, quand on parle de quelque chose et qu'on commence en entonnoir, on perd les gens parce que tout le monde se fout du contexte. Ce qui est intéressant, c'est finalement ce qui dans le contexte pose problème, ce qui dans le contexte interroge, ce qui fait qu'on est là. Si on est sur le sens, au niveau du fond, ça, c'est la première façon d'aller chercher les gens. Et après, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre ça dans une forme qui soit impactante? J'ai écrit un article dessus avec 7 façons de démarrer. Je vous engage à aller le voir. Ça s'appelle les 7. Alice, tu t'en souviens? Les 7 tips pour bien recettes démarrer son infaillibles pitch. pour bien démarrer un pitch. Les 7 Voilà. recettes Vous le infaillibles trouverez pour bien sur notre démarrer un site. pitch. Voilà, vous le trouvez sur notre site. Et je peux vous en donner quelques-unes. Par exemple, commencer par un chiffre, mais un chiffre qui soit un chiffre émotionnel. Un chiffre émotionnel, c'est pas un chiffre qui quantifie, c'est pas une data, c'est quelque chose qui crée une émotion. Si je dis au Ghana, un médicament sur 2 est un faux, c'est un crime contre l'humanité. Je sais pas si c'est au Ghana, en l'occurrence, c'est quelque chose que j'avais lu sur un pays africain. Forcément, ça va aller chercher l'attention des gens. Je peux aussi démarrer par une genèse, c'est-à-dire je vais raconter l'histoire qui nous a emmenés ici. Je peux aussi démarrer par une image. Si je montre par exemple un Minitel, pour ceux qui se souviennent du Minitel, en disant globalement, je veux dire que notre service informatique n'est pas totalement au point. Je montre un Minitel sur une slide et je dis
Nous, on en est là, encore aujourd'hui. Et en fait, je vais frapper l'attention. On peut aussi dire le combat. J'ai un combat, je suis venu partager avec vous. Donc, des choses, en fait, qui vont chercher l'imaginaire et qui vont créer de l'émotion. C'est par l'émotion qu'on va aller chercher l'impact. C'est l'émotion qui fait qu'on s'en souvient. En cours de route, on peut se taire. Si on sent qu'il y a il y a deux choses. Un, ce qui est très difficile avec un webinaire parce qu'il y a assez peu d'interactivité, on préfère pour être plus clair que Alice s'occupe du chat et que moi je sois sur le descendant et que maintenant on puisse être interactif. Mais quand vous êtes non pas en visio mais face aux gens, c'est bien d'avoir différentes façons de communiquer. C'est-à-dire montrer les choses, poser des questions, puis mettre une vidéo, puis faire en sorte de forcer les gens finalement à se servir d'autres endroits de leur cerveau. Et si il y a un moment où les gens, je ne sais pas, nous ça nous arrive jamais, n'est-ce pas Alice? Mais s'il y a des moments où les gens ne vous écoutent plus, où vous avez le sentiment qu'il y a une baisse, taisez-vous. Taisez-vous. Voilà, tout simplement. On a ce problème avec les téléphones. Moi, je donne des cours à Sciences Po et très clairement, quand j'ai 2 ou 3 élèves qui regardent leur téléphone, je me tais. Et puis, je fais un truc rigolo. Je dis, le déjeuner, c'est dans 5 minutes. Vous pouvez aller les chercher. Ça dépend de votre style, en fait. Merci Eric. Je vais te poser juste une dernière question parce que là, on est un petit peu en dehors du timing. Du coup, qui est posée par Justine et qui demande à quel moment faut-il travailler sur sa peur de parler en public, la veille de la réunion, 30 minutes avant, ou alors lors du pic de la peur? Ou alors, lors de quoi? Lors du pic de la peur. Non, en fait, d'abord, j'ai 2 réponses qui sont pas là-dedans. Une première réponse, c'est que c'est tout le long, en fait, c'est toute l'année. Quand je vous dis qu'il faut réfléchir, faire de l'introspection, quand je vous dis qu'il faut se confronter, ça, c'est toute l'année. C'est un entraînement. Parce que si on sait qu'on a peur, l'idée, c'est pas de se contenter de régler le problème d'une prise de parole. C'est de régler le problème dans ses fondements, en fait. Et après, tout ce que je viens de dire, il y a des exercices, il y a des choses qui sont à faire. Quand je dis lister toutes vos peurs, ça ne peut pas être fait une demi-heure avant. Donc, c'est quand on sait qu'on va avoir la prise de parole, qu'on la prépare, que lors de la préparation, en même temps qu'on la prépare, et qu'on se pose les histoires de fond, c'est-à-dire pourquoi je suis là, pourquoi l'autre est là, comment est-ce que je peux faire pour l'aider. À ce moment-là, vous avez tout ce qui vous fait peur et vous faites ce que je vous ai proposé, c'est-à-dire que vous engagez tout de suite ce qui part de vous et vous essayez de baisser le stress sur le reste, la pression sur les autres enjeux. C'est donc ça peut pas être une demi-heure avant, c'est même pas la veille, quoi. C'est dès que je sais. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez une prise de parole qui est prévue, vous mettez de la place dans l'agenda et si c'est dans 2 semaines, vous prenez du temps sur les 2 semaines parce que plus vous y prenez tard, plus ce sera difficile de faire tout ce que je viens de vous proposer. Exactement. Merci beaucoup Eric. On va s'arrêter là, je pense. Merci à tous. Je t'en prie, je te laisse conclure. Ma conclusion, c'est Yalla. Ma conclusion, c'est vous prendrez ce qui vous touche le plus. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. En conclusion, je voudrais encore vous remercier d'avoir été là. Vous avez été très, très nombreux. On était très, très contents. Et je voudrais encore remercier Alice pour le travail incroyable qu'elle a fait ces 3 dernières semaines. Merci, à très bientôt. J'ai oublié de vous dire, Alice va vous envoyer dans 1 heure un mail avec le replay. Elle va aussi vous demander, ça vous prendra 1 minute, de noter ce que vous avez vu, voir si ça vous a plu. Nous, c'est très important de savoir si ça vous a plu. Et elle va aussi vous demander, vous mettez juste un thème ou 2 si ça vous plaît, ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous aiderait, ce qui vous serait utile pour les prochaines fois. Je peux déjà vous dire que le prochain thème s'appelle « Convaincre à distance ». Il est dans 3 semaines, je crois qu'il est le 19 mai. Le 19 mai à 11h et vous pourrez vous inscrire directement dans le mail que va vous envoyer Alice dans 1 heure. Voilà, convaincre à distance. Merci encore pour tous. Alice, je te laisse faire le black.
Salut. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.